Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie ? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Comment savoir si on respire bien dans notre quotidien, si on respire bien dans nos efforts physiques? C'est des questions qu'on peut se poser régulièrement. Et moi, je m'intéresse particulièrement à ce sujet en ce moment, puisque je me suis rendu compte que la respiration, en tout cas la qualité de notre respiration, influence très fortement la qualité de notre vie. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du podcast Movemental, j'ai le plaisir d'accueillir Aymeric Allard, qui est kinésithérapeute, qui est ancien kiné de l'équipe de France d'apnée, mais surtout spécialiste de la respiration. Donc je suis ravie de t'avoir à mes côtés, Aymeric. Et avant que tu nous en dises un petit peu plus sur toi, tu vois, moi j'aime bien donner une petite info sur la rencontre que j'ai avec mes invités. Et nous, on se connaît depuis très peu de temps, finalement. Ça fait quoi, 15 jours peut-être, à peu près. Mais ce que j'ai particulièrement aimé dans nos premiers échanges, c'est ce côté très pragmatique, ce côté très bon sens, concret. Enfin, c'est là-dessus que je pense qu'on se rejoint énormément. Et je pense qu'à travers l'épisode qu'on va vivre ensemble aujourd'hui, c'est ce genre de réflexion et de raisonnement qu'on va essayer d'amener pour vous aider à vous approprier peut-être la respiration un peu différemment et surtout de la vivre en fait différemment. Donc bienvenue à toi, Aymeric. Merci d'être à mes côtés. Eh ben merci. Merci pour cette présentation. Ça fait exactement 13 jours et 2 heures qu'on s'est vus. Non, je déconne. Mais la respiration, c'est ça, toi, je commence par ça, parce que en fait, je ne sais pas, la respiration, mais le rire, le muscle du rire, c'est la respiration. Et quand on s'est aperçu que les enfants rigolaient 200 fois plus que nous, parce que peut-être qu'ils ont un diaphragme libéré. Et la respiration, c'est vrai que les gens, en fait, sans le savoir, ils savent que c'est important. Je suis sûr que toi, quand quelqu'un est énervé, tu lui as dit: «Vas-y, souffle, respire» Ouais, ou ou comme quand je t'ai dit tu me gonfles hier, quoi. exactement, tu me gonfles. Mais tu peux aussi te dire: «Je suis gonflé d'énergie» et Ouais. toi, tu fais souvent: «Je suis gonflé d'énergie» et aussi, voilà, «Je suis à bout de souffle», toutes ces expressions, les gens, je leur dis: «En fait, je vais rien vous apprendre parce que vous le savez déjà». Inconsciemment, on sait que c'est puissant. Mais en fait, on n'a pas pris conscience et moi, en fait, tout mon travail, c'est de faire prendre conscience. Déjà, les gens, quand je parle avec eux, en fait, c'est tellement réflexe et naturel que les gens, ils pensent pas que ça se travaille. Toi, si tu as un muscle, tu es faible, tu te dis: «Bah, je vais faire de la muscu, je vais muscler» et les gens, déjà, ils disent: «Ah mais ça se travaille!» Ben oui, parce que le diaphragme, c'est un muscle et comme tout muscle, ça se travaille, ça s'étire et donc c'est possible de l'améliorer. Mais nous, on respire naturellement, donc souvent les gens, ils pensent que, ben, la capacité pulmonaire, elle est Ça s'apprend figée. pas. Voilà, elle est figée, je suis comme ça, j'ai toujours respiré comme ça, j'ai toujours respiré inversé. Ben oui, mais c'est pas parce qu'on a toujours respiré comme ça que, On peut pas le on changer. peut pas le changer, exactement. Mais ce qui est dur, tu vois, c'est que le diaphragme, mine de rien, c'est un muscle qu'on voit pas comme on voit le biceps, tu vois. Mmh, ouais. Donc c'est pas évident de se dire tout de suite, ok, j'arrive pas à respirer, faut que je gère mon diaphragme, tu vois, faut que j'aille travailler mon diaphragme. Ça veut dire qu'il faut quand même avoir une certaine connaissance de comment ça fonctionne, mine de rien, la respiration. Mmh. Et c'est très marrant ce que tu dis, tu viens de faire prendre conscience que non seulement les gens, savent que c'est important, mais je peux pas leur dire: «Ben, tu vas prendre» si par exemple, toi, tu bois pas assez, tu dis: «Ah, je bois 1 litre d'eau», je vais te dire: «Ben, essaye d'augmenter à 2 litres», je te donne une mesure. Mais là, je vais pas te dire: «Prends 3 bouffées d'oxygène». Donc c'est difficilement quantifiable et comme tu dis, en plus, le muscle, on le voit pas. Donc tout est quelque chose qui n'est pas visuel. C'est de la sensation. C'est de la sensation exactement et tu vois? Donc on sait pas où c'est, on a une vague idée, et en même temps on sait que c'est important et tout ça. Et pourquoi d'ailleurs, pourquoi c'est si important et pourquoi toi t'en as fait carrément ton sujet central dans ta vie, tu vois?
Alors moi, j'en ai fait carrément mon sujet central parce qu'en fait, j'ai eu un événement à 20 ans où j'ai eu un cancer et du coup, je me suis, posé beaucoup de questions déjà sur le pourquoi du comment. Moi, je vais toujours creuser pourquoi ça m'arrive et tout ça. Donc j'ai remis en voilà, beaucoup de choses, comment je pouvais être acteur de ma guérison, mettre des choses en place. Donc j'ai d'ailleurs fait un documentaire là-dessus. Sur mon association La Vie d'abord, qui est en streaming gratuit. Je suis en train de faire justement un autre documentaire sur la respiration. Et en fait, donc, après m'être intéressé à la maladie, la guérison et tout, et ben en fait, je suis tombé sur un appareil respiratoire et qui a été magique pour moi. Et moi, je faisais des arts martiaux et on faisait beaucoup de respiration. J'avais des dents déformées. Mon premier contact avec la respiration, c'est un appareil de dentiste où il fallait faire des exercices tous les soirs. Et moi, j'avais toujours le nez bouché. Et en fait, en faisant ces exercices, ben, j'ai réappris à respirer par le nez. Donc, c'était ma première connexion à la respiration. La deuxième, c'était les arts martiaux, où on faisait beaucoup de respiration. Et en fait, quelque chose que je faisais en 2 heures, et ben après, je le faisais en une demi-heure. Parce que j'arrivais mieux. Moi, j'étais un hyper actif. Je pense que je ne pouvais pas rester. Je me battais beaucoup, j'avais beaucoup de colère. Et, euh, et en fait, après, je me suis dit, mais c'est vrai que de partout, sans savoir, tu vas faire du yoga, la respiration. Tu vas faire de la méditation, la respiration. Même quelqu'un qui connaît rien, vas-y, respire, souffle. C'est la première connexion quand quelqu'un est énervé et trucs. Ou même ceux qui n'ont jamais fait de respiration, je suis sûr que s'ils vont à un entretien, ils se disent, bon allez, je respire. Ouais. Je suis sûr, moi, je me promène. Une fois, je vois une femme qui dit à son fils en vélo, arrête-toi, respire. Et en fait, on le sait tous que c'est important, Ouais. mais en fait, on a un outil qui est magique et c'est pour ça, et je suis allé creuser, en fait, comme moi, ça m'a apporté énormément de choses. Je suis allé expérimenter auprès de mes patients, auprès de sportifs de haut niveau. C'est comme ça que je suis devenu kiné de l'équipe de France d'apnée, mais après, j'ai aussi fait des profs de jiu-jitsu. J'étais kiné de l'équipe de France de hockey subaquatique. Je suis allé voir les sportifs parce que eux, c'est leur performance. Des patients parce que eux, c'est le bien-être, c'est la santé. D'abord moi. Et donc, j'ai expérimenté sur plein de choses et j'ai vu les résultats qui sont impressionnants. Donc, moi, ça fait 25 ans que je travaille dessus. J'essaye de comprendre le mécanisme et tout ça. Et justement, je donne pas des... Souvent, les gens disent, bon, alors comment, Aymeric, il faut respirer. Ouais, c'est ça, tu donnes pas une recette. Alors, tu commences par ça, puis tu fais ça. C'est souvent ce qu'on va faire. Typiquement, tu vois, si on fait de la cohérence cardiaque, ok, t'inspires sur 30 secondes, tu maintiens ta respiration, t'expires, nanana. Et on a besoin de ça parce que c'est concret et c'est simple d'avoir une notice. Sauf que c'est Exactement. pas comme ça que ça fonctionne. Ben, en En tout fait, cas, ça peut... la cohérence cardiaque, je dis pas c'est bien ou pas bien. C'est qu'en fait, la respiration, soit ça peut vous exciter, soit ça peut vous calmer. On a un outil qui peut nous booster. Par exemple, le haka au rugby, c'est un exercice de respiration en fait, pour stimuler l'énergie. Et eux, ils sont gonflés à bloc. Et ils vont se ouais, gonfler d'énergie pour dire, allez, on va jouer au rugby. Par contre, quelqu'un qui veut s'apaiser, les apnéistes, eux, ils vont pas faire ça. Ils ont besoin d'être détendus, calmes. Et eux, ils vont travailler plutôt ce qu'on appelle le parasympathique, qui te calme. Quand j'ai formé l'équipe de France de ski, eux, ben, ça dépend. Il y en a, avant d'aller skier, ils ont besoin de s'exciter, d'écouter de la musique, Rocky Balboa. Et d'autres, au contraire, ils ont besoin de se calmer. Je donne pas des recettes, en fait. mm, Et souvent, j'ai formé aussi des profs de yoga et tout, qui disent, ah, mais en fait, j'explique le pourquoi du comment ça agit, comment ça impacte le corps, comment ça fonctionne, pour que les gens deviennent acteurs de leur respiration. Et se disent, là, j'ai besoin, tiens, de m'exciter. Là, tiens, j'ai besoin de me calmer. Et souvent, les gens ils disent, bon, alors, Émeric, si tu as un exercice, non. Je leur dis, non, je vous donnerai pas un exercice parce que, t'as justement, déjà pas compris. voilà, la cohérence cardiaque, typiquement, c'est bien sur certains points, mais c'est vachement enfermant. Moi, quand j'ai fait la formation, je dis, en fait, il y a un truc que je comprends pas. On inspire sur 5, parce qu'au début, c'était on inspire sur 5, on souffle sur 5. Je dis, mais tu dis ça à un enfant de 8 ans et à un rugbyman de 2 mètres, tu dis aussi ça. Moi, c'est hyper enfermant. En fait, la respiration, Parce que elle- c'est pas la même recette pour tout le monde, mine de rien. Tu mais vois, exactement, c'est souvent ça. les gens, ils veulent des recettes parce que c'est facile, je fais Puis tu ça. suis et puis tu réfléchis pas au final, tu vois. Exactement. Mais c'est ça que j'aime bien dans ta manière d'aborder le sujet, c'est d'amener d'abord la personne à comprendre, à donner un sens en fait, Mm. pour qu'ensuite elle puisse adapter sa respiration aussi en fonction du contexte, du besoin.
Et ça fait toute la différence parce que la respiration ne peut pas être toujours la même. On ne peut pas respirer toujours de la même manière selon les événements. Exactement. Et puis toi qui es dans le sport, ben, qu'est-ce qu'on fait? Quand on fait du sport, on respire plus. Oui, Donc en fait, la respiration, c'est l'adaptation. Donc quand on est stressé, on va avoir une respiration saccadée. Quand on fait du sport, on va faire des respirations plus longues. Quand on veut se calmer, quand on en a marre, on souffle. Donc en fait, la respiration, elle est vraiment adaptable et c'est ce qui nous permet le plus d'adaptation. C'est-à-dire que si je te demande de diminuer ton rythme cardiaque, tu vas agir sur la respiration. Mm. Tu vois. Et comme je dis, quelqu'un qui a jamais fait de respiration, quelqu'un qui est énervé, dit bon, hein, tu vas te calmer, tu respires, tu souffles, et puis pourtant la personne ne connaît rien, mais instinctivement elle le dit. Donc et moi j'explique que ces mots, en fait, il y a une réalité physique sur notre corps, sur notre physiologie, sur notre émotionnel, et comme par hasard, il y a vraiment ce lien. Et le fait de donner du sens, les gens, ils sont plus là. Aymeric, on respire par le nez, par la bouche, c'est la grosse question, tu vois. C'est par le nez ou par la bouche? C'est quoi la bonne? Il n'y a pas de bonne. Il y a qu'est-ce que tu vas en faire, tu vois? C'est comme quand on me dit, c'est quoi le meilleur sport? Bah, le meilleur sport, c'est le sport que tu aimes. C'est quoi le meilleur travail? C'est celui que tu aimes. c'est ça. On n'est pas fait pour faire le même travail, on n'est pas Ouais. fait pour... et ben la respiration, il n'y a pas la bonne. Donc les gens, comme ils veulent des remèdes magiques, hop, on va balancer à droite, fais ci, fais ça. Et puis il y en a, ça va convenir, et d'autres, ça va pas convenir. Alors que moi, en fait, je partage justement ma connaissance et je suis très, très pragmatique. Je donne des choses simples, cohérentes. J'apprends de façon ludique. Et voilà, le fait d'avoir fait le tour, pas simpliste justement, mais simple, je vais à l'essentiel parce que la respiration, on parle vraiment de la première inspiration et du dernier souffle. Et entre la naissance et la mort, il y a la respiration. Et les yogis disent qu'on vit comment on utilise notre respiration. Si on n'utilise que 30% de notre respiration, on vit à vit 30%, à quoi. 30% de notre potentiel. Et tu sais ce qui m'avait marqué, c'est quand tu nous avais dit, parce que, donc, pour mettre un peu de contexte, moi je suis une formation sur le coaching par le froid où tu as intervenu, où tu as pu nous parler de respiration, etc. Et à un moment donné, tu nous avais dit, c'est quand même fou parce qu'on peut ne pas manger pendant plusieurs semaines, on peut ne pas boire pendant plusieurs jours, mais on ne peut pas se retenir de respirer pendant plus de 3 minutes, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça, quoi. Et pour autant, c'est le truc auquel on prête le moins attention, tu vois, Mm. auquel on fait le moins, finalement, Parce que dont on justement, prend le moins soin. comme tu dis, en fait, le muscle, on ne le voit pas. Alors que le biceps, on le voit. Le muscle, on ne le voit pas. L'air, on ne l'évalue pas. Et je vais juste te donner une prise de conscience, parce que moi j'aime faire des prises de conscience et donner du sens. Je leur dis en fait, de façon sans y penser, on respire à peu près 20 000 fois, c'est une moyenne, Bien sûr. 20 000 fois par jour. Donc, c'est-à-dire que le muscle, il fait 20 000 fois 20 000 son fois mouvement. son mouvement. On respire à peu près 0,5 litres d'air à chaque fois. Pareil, c'est une estimation, plus ou moins. Donc 20 000 fois par 0,5 litres, on respire 10 000 litres d'air par jour. Quand tu bois 1 ou 2 litres d'eau, tu dis 1 litre, 2 litres, 3 litres. Là, 10 000 litres d'air passent par jour. C'est le premier des aliments. Et si t'en manques, alors on dit 3 minutes, mais les apnéistes tiennent beaucoup plus Bien longtemps. sûr, oui. Ça montre qu'on peut travailler, mais il y en a, si je leur demande de faire une apnée, au bout de 15 secondes, tu vois, Ouais. donc, mais on sait que, regarde, tout ce qui est AVC, dès qu'il y a des caillots, dès que les gens ils ne respirent plus, le cerveau, boum, hémiplégie, tout de suite mort. C'est pour ça que, en fait, la respiration, c'est elle qui nous stabilise, parce que dès qu'il y a un problème, tout de suite, on panique, on stresse. Hein, au début, si on manque d'oxygène, on stresse, après on angoisse, et après on meurt. Non. Celle qui régule, en fait, en Qui, grande partie. qui, comme tu dis, c'est vraiment la clé de voûte, mais comme on a du mal à l'évaluer, eh ben, on ne sait pas comment faire. Alors que le biceps, tu vas dire, bah, tiens, prends un poids d'1 kilo, fais des muscles. Tu as une visualisation. Alors que la respi, ouais, 20 millilitres d'air. Puis je dis aux gens, vous voyez, on ne va pas boire la même eau, on ne va pas manger dans votre assiette. Par contre, là, si dans cette pièce, il y a quelqu'un qui fume la cigarette électronique, on va la sentir. Ça veut dire que lui, il a inspiré l'air, c'est passé dans son corps et il a rejeté.
Et ça veut dire que nous, même à 30 mètres, tu vas sentir. Donc, ça veut dire que tu respires l'air qui est passé dans le corps de l'autre. Ça, c'est trop fou, je Et trouve. ça, C'est-à-dire ouais, tu respires l'air de chacun. C'est pour ça que la on est respiration, lié par la respiration. ce qui nous lie, c'est ce qui nous lie à nous déjà, parce que si on ne respire pas, on meurt. Et c'est pour ça qu'avoir une mauvaise respiration, on est en survie et plus en vie. Et le fait d'apprendre à bien respirer, ça nous permet d'être en vie. Mais moi, je parle toujours du lien corps et esprit. Le secret, c'est le lien entre le mental et le corps, c'est le diaphragme. C'est ce que ça a été ma découverte. Voilà. Et, mais avec toi, aujourd'hui, j'ai mangé de ton air et tu as mangé de mon air, alors que tu n'as pas bu la même eau que moi. Tu vois? Et aujourd'hui, il y a ça, mais entre nous, mais entre la nature. Aujourd'hui, on dit les gens, ils sont déconnectés. Parce qu'ils arrivent, comme on a une mauvaise respiration, on n'est pas ouvert aux autres. Pourquoi les animaux, ils ressentent les choses? Aujourd'hui, on est coupé de notre ressenti parce que déjà, on a une mauvaise respiration. Et du coup, quand on arrive dans un endroit, on- ce qui nous lie aux autres, au règne animal, à tout, c'est notre respiration. C'est comment voilà, on respire. Donc, c'est vraiment la base de la vie. Ouais. Et tu vois, comment en fait, là, pour tous ceux qui écoutent, comment savoir si on respire correctement ou pas? Tu vois, c'est quoi un peu le truc qui peut nous faire dire? Parce que quand on a intériorisé une forme de respiration depuis 20, 30, 40 ans, etc., c'est devenu tellement notre habitude Mm. qu'on ne sait même pas si c'est une bonne ou une mauvaise respiration. Parce que du coup, on est coupé des sensations Mm. et qu'on n'a pas cette conscience-là. Exactement. Donc, peut-être que tu peux donner des repères là-dessus pour se poser les questions permettant de vérifier si on a besoin d'aller, tu vois, Mm. s'y intéresser différemment. Alors, je vais t'en donner des repères, même si j'aime pas bien, parce que tu as vu dans ma formation, j'explique déjà comment ça fonctionne, et les gens derrière, direct, ils comprennent pourquoi c'est bien, c'est pas bien d'avoir une respiration plutôt ventrale, plutôt thoracique. Bon, pour faire simple, la respiration la plus régénérative et la plus libre, parce qu'en fait, le problème de notre respiration, on va la bloquer. Si tu regardes un enfant, un bébé, eh ben, il va respirer par le ventre. Et nous, en fait, qu'est-ce qu'on dit? J'ai eu le souffle coupé. Au boulot, je suis en apnée. Tout d'un coup, tu vas être en apnée et tu vas prendre conscience que tu as arrêté. À force d'arrêter notre diaphragme, qui fonctionne comme un piston, il va se bloquer. Et du coup, on va avoir une respiration en mode survie. Plus petite. Stressante. Voilà, en plus plus. petite d'amplitude Ouais. et en mode survie. Et le fait d'avoir cette amplitude plus petite, on va avoir une respiration haute thoracique. Et souvent, on croit que le sport apprend à respirer. C'est archi faux. Il y a une étude qui a montré que sur 2000 sportifs, 90% ne savaient pas respirer. Donc, il respire plus en termes de fréquence, quoi. Et- Mais ça ne veut pas dire qu'il respire bien dans pa- la manière. Alors, parce qu'en fait, je partage, parce que, comme je dis, moi, j'explique plus parce que tous les jours, j'apprends sur la respiration. Il y a la respiration pulmonaire et il y a la respiration cellulaire. Et eux, le sport développe la respiration cellulaire, les mitochondries, pour une meilleure fixation de l'oxygène. Mais ça ne veut pas dire que la première, c'est la respiration des poumons, Donc, au niveau mécanique. au C'est niveau un peu mécanique. Voilà. Ouais. Et justement, c'est ce que j'ai appris à des sportifs de haut niveau. Tout d'un coup, ah ouais, ah purée, mais Aymeric, purée, je suis plus fatigué. J'avais un prof de jiu-jitsu qui était complètement bloqué. Aymeric, maintenant, j'enchaîne les combats, je suis plus fatigué. Ah ouais? Pas possible. Et tiens, tu peux l'expliquer ça? Parce que je pense que c'est pas forcément, tu vois, tout de suite sensé pour tout le monde, ce lien entre respiration et fatigue. Eh ben, c'est très simple. La première chose que regarde un sportif, ça va être sa fréquence cardiaque ou la VO2 max. Le volume maximal d'oxygène. Parce que quand tu travailles, tu utilises d'abord tes muscles aérobiques avec oxygène, et on sait qu'à un moment, à un seuil, tu vas être dans muscle anaérobique. Mais ça va créer des déchets. Donc en fait, tu vas être très vite limité. Donc tous les sportifs veulent augmenter ce seuil aérobique. Le fait d'augmenter le seuil d'oxygène, c'est très simple. C'est-à-dire que, eh ben, en fait, ils permettent d'avoir beaucoup plus d'endurance, de tenir beaucoup plus, d'être moins fatigué. Parce que quand on arrive à ce seuil, le corps commence à souffrir, à être moins performant. Donc eux, ils veulent monter ce seuil. Et c'est quoi? C'est le volume d'oxygène. Donc en fait, Donc la capacité, c'est relié à la capacité respiratoire. et c'est relié, ce volume d'oxygène, ben, c'est comment on respire. Et en fait, la respiration, ce qui permet l'entrée d'air et la sortie d'air, c'est le diaphragme. Et ça se travaille.
Souvent, les gens, voilà, ils pensent que ça ne se travaille pas. Et du coup, moi, j'ai formé des... Alors, c'est marrant, on est à Nice. J'ai formé des boxeurs à Nice. Et je leur dis, bah, quand vous tapez, vous soufflez. Le sport où on voit qu'on gagne en puissance en souffle, c'est le tennis. Alors, quand ils Avec tapent, les cris. hein, hein, parce qu'ils savent qu'en soufflant, paf, ils vont mettre. Et un coup, c'est pareil. Un boxeur, normalement, pouf, il souffle. Et je leur expliquais, mais quand vous tapez, soufflez, soufflez. Et il y avait un coach, il me dit, à la fin, il me dit, purée, mais oui, je suis pas fatigué. Alors que normalement, chaque fois que je fais des entraînements, je me suis dit, mais pourtant, c'est la base. Moi, je me suis dit, tiens, je vais rien leur apprendre. Bah si, ils étaient surpris. En fait, on leur apprend la technique, mais pas de coordonner. En fait, s'ils coordonnent avec la respiration, ils vont gagner en puissance. C'est ce que j'explique. Ils vont gagner en puissance, en endurance, en récupération. Moi, ça me paraît tellement logique, mais en fait, non. Et là, je leur dis, mais juste quand tu tapes, souffle. Ah ouais, je sens que ça part, je sens que ça part. Il y a une patiente là, qui n'est pas du tout boxeuse. Elle me dit, elle vient, parce que je lui fais cet appareil respiratoire. Je lui dis, alors, quels sont les effets sur ton émotionnel, tout ça. Elle dit, bah, ça va, mais surtout, en fait, je fais de la boxe. Et ma collègue, elle dit, purée, mais maintenant, tu me mets des coups, ça me fait mal. Parce qu'avant, elle était là. Alors que là, Tranquille. elle dit, ça m'a gagné en puissance. Et elle n'est pas du tout boxeuse. Non, ça m'a fait rire parce que même elle voit que, Ouais. voilà, directement l'impact. Donc, ouais, c'est intéressant de donner des exemples concrets comme ça. Après, je pense aussi à toutes les personnes qui se mettent un peu plus dans le mouvement, dans l'activité physique, qui parfois ont envie de se mettre à la course à pied. Et la question qui revient tout le temps, c'est... Enfin déjà, la réflexion qui revient tout le temps, c'est mais je sais pas respirer. Mm. Et après, la question, c'est mais comment faut que je fasse pour bien respirer? Est-ce que je respire sur 3 temps? Sur 2 temps? Tu vois, on me pose Mm. toujours ce genre de Ouais. questions. Et moi, bah, je sais qu'il n'y a pas une réponse toute faite. Ouais. Mais toi, comment tu répondrais à ça? Qu'est-ce que tu auras envie de donner un peu comme conseil par rapport à une respiration pendant un effort physique? Et ben, en fait, c'est le problème, c'est que les gens, ils coordonnent pas leur respiration avec leur effort. Et toi, ça me fait penser à un patient là, qui a 80 ans, qui a un problème pulmonaire. Et donc, je lui fais l'appareil que je fais dans mon cabinet. Et il me dit, mais Émeric, maintenant, je monte les escaliers, je suis plus fatigué. Et son rêve, c'était de refaire du ski. Il me dit, mon rêve, c'est de refaire du ski sans être essoufflé et tout. Et là, il me dit, ah, je refais du ski, mes copains sont fatigués, je suis plus fatigué. Il me dit, avant, j'avais super mal aux jambes, mais là, j'ai plus mal aux jambes. Comment ça fait? Je dis, mais c'est normal. Vos jambes, elles arrivaient en acidose, donc manque d'oxygène, donc ça brûlait. Et là, comme il y a de l'oxygène, ben, ils ne saturent plus, donc Ça circule. ça circule, et du moins, ils sont nourris, parce que c'est la Oui. première nourriture du muscle, c'est l'oxygène. Hein. On sait très bien à l'hôpital qu'au début, après, tu as de l'oxygène. Après anaérobie, tu crées des déchets. Et après, c'est quoi les escarres? Les escarres, c'est quand on comprime, quand le muscle n'est plus oxygéné, et ben, il se nécrose, il meurt. C'est un escarre, c'est que les gens, on sait que si on appuie et qu'on reste comme ça, le muscle ne va plus être oxygéné, il va mourir. Donc au début, ben, il devient blanc, et après, et c'est pour ça que chez les malades, toi, faut les tourner bouger, ouais. pour que le muscle respire. Ok. Tout doit respirer, toi. Donc, et il me dit, j'en ai fait des kinés américains. Je faisais du rentraînement à l'effort, je sais, parce que moi, j'ai fait 6 ans de rentraînement à l'effort. Donc, ça m'a toujours choqué. Où, oui, c'est bien de faire du sport, mais la respiration, c'est extrêmement important de la coordonner avec le sport, tu vois. Et comment on fait justement pour la coordonner? Enfin, déjà, qu'est-ce que tu entends par coordonner la respiration Eh ben, à l'effort? coordonner, par exemple, je donne toujours l'exemple, le muscle qui coordonne le plus, c'est la nage. La nage, on est obligé d'inspirer, souffler dans l'eau. Donc, on est obligé D'avoir un rythme. d'avoir un rythme. Et on dit quoi? Être gaulé comme un nageur, en V. Tu vois jamais un nageur comme ça. Hein. Ils sont tous... Parce que justement, même les dentistes disent que la respiration développe la cage thoracique, la cavité buccale. Ça a une action sur notre développement osseux. Moi, l'appareil que je fais, c'est quelqu'un qui a créé ça il y a 100 ans. Tu vois les jeunes avant et après, ils sont complètement ouverts, tu vois. Donc la nage, en fait, ça oblige à coordonner. Mais tu peux courir, comme tu dis, ou tu peux courir. Ouais, déjà en cherchant
à calmer. Moi, Voilà. je dis souvent ça, tu vois. Alors à calmer, mais surtout en fait, ce que je donne aussi les fausses croyances, c'est que c'est pas aussi qu'un problème de respiration, c'est un problème de fixation. C'est comme si toi, bah, tu manques de calcium, tu prends 10 grammes de calcium, mais t'en fixes qu'un gramme. Autant en prendre 2 grammes et en fixer les 2 grammes. Oui, Tu vois. Donc, ce n'est pas un problème de quantité, c'est aussi un problème de fixation. Et on fixe, on respire sur l'expiration. Et quand les gens, je leur dis, en fait, comme nous, on est construit dans la peur, l'homme est construit dans la peur, quand tu as peur, tu fais jamais, on se bloque. Et en fait, parce qu'on est construit en mode survie, quand on comprend le cerveau reptilien. Donc, on est dans la survie, on se protège. Donc, on ouvre tout. Mais en fait, la vie, elle commence justement, et en plus, on parle toujours de lâche-prise et tout, d'expiration. Les bouddhistes, eux, ils travaillent toujours l'expiration. Est-ce qu'un bouddhiste est violent? J'en connais pas. Une armée de bouddhistes, je pense qu'ils sont plutôt dans la paix, quoi, tu vois. Entre une armée de djihad et une armée de bouddhistes, c'est pas la même guerre. un bouddhiste, tu vas lui demander de respirer. Lui, qu'est-ce qu'il va faire la première chose? Il va souffler. Parce qu'il comprend que pour avoir, il faut d'abord vider tout ce qu'on a en nous. On vide, et après, on re-remplit. Alors que nous, les orientaux, qu'est-ce qu'on fait? On prend. On a peur du vide. On croit souvent qu'on manque d'air. Exactement. Alors qu'en fait, on en a trop. Il faut la faire sortir. Bah en fait, on la garde, mais en fait, on sait mal l'utiliser. En fait, c'est comme un soufflet, quand tu vides, derrière, tu reprends de l'air nouveau. Hein. Donc, comme c'est chez toi, hein, quand c'est le bordel, déjà vide, et là, tu vas dire, ah, enfin, on respire ici. Et ben, ton corps, c'est pareil. Il y a des émotions, il y a du stress, il y a du truc. Au lieu de faire des techniques, fais ça, encore, faire. Non, déjà, vide, nettoie, expire. Souffle, voilà, expire. Et en fait, on respire sur l'expiration. Donc ça, j'explique avec, vraiment comment ça fonctionne. Et une fois qu'on a du sens, parce que moi, j'aime donner du sens. Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien la perte de sens dans tout. Quand tu n'as pas de sens, en fait, tu ne fais pas les choses. Exactement. Tu vois. Et j'aime donner du sens, et je dis, après, maintenant, et après, les gens disent, donc je fais ça. Et les gens, ils s'autonomisent. Moi, ce que j'aime rendre, c'est les gens qui soient autonomes. Pas des, je fais ça, je leur dis, pourquoi tu fais ça? Parce qu'on me l'a dit. Non, non. Moi, en tout cas, je ne suis pas là pour donner ça. C'est pour ça que quand on me dit, donne-moi l'exercice. Non, parce que ça prend du temps, un peu plus de temps. Mais derrière, moi, que je gérais des groupes de, c'est-à-dire entraînement à l'effort, je te disais, et tous les remplaçants, ils me disaient, purée, mais oui, quand je viens, tous tes patients, ils arrivent, ils prennent la saturation, ils font tout seuls. Parce que je leur explique, la saturation, ça reflète votre état, je leur explique tout, ça prend votre cœur. Et une fois qu'ils ont compris, ils sont autonomes. Mais si on ne leur explique pas, ils font bêtes et méchants, ils ne comprennent pas. Et en fait, on peut faire des séances de réentraînement, ils n'ont rien appris, ils ne vont rien changer dans leur vie. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils changent leur façon dans leur vie et qu'ils disent, tiens, là, j'augmente tout seul. Alors que sinon, je monte pas. Oui, c'est ça, ils dépendent toujours après, sinon Et ça, d'ailleurs, c'est valable pour les patients, comme pour l'éducation des enfants, comme pour tout, en fait. Ouais. C'est que moi, j'aime... Être centré sur... En fait, moi, ça me fait penser ce que tu dis, à se recentrer aussi sur soi. Parce que quand tu comprends, du coup, tu es un peu plus tourné à un moment donné vers l'intérieur. Quand tu dépends de l'autre, de est-ce que je dois faire ça ou faire ça, tu es plus centré sur toi et tes sensations. Là, tu es centré sur le regard de l'autre, la vie de l'autre, et tu t'oublies, mine de rien, un peu dans le truc. Et même toi, avec mes patients, souvent, je leur dis, mais moi, je sais pas, pour un mal de dos, je vais vous faire 10 approches différentes. Je dis, mais non, c'est vous qui savez. Non, moi, je ne sais pas. Je dis, il y en a, on est tous des êtres humains, mais il y en a, ils aiment la mer, d'autres la montagne, il y en a, ils aiment le froid, d'autres le chaud. Je dis, même si on est tous des êtres humains, on a des choses communes, mais on a des fonctionnements différents. Donc, il y en a, ils préfèrent les étirements, d'autres, ils préfèrent telle chose. Donc, je dis, on va travailler ensemble. Et les gens, ils n'ont plus l'habitude parce qu'ils aiment donner ça à l'autre. Lui, c'est pour moi. Se délester de délester. Ouais. Alors que moi, en fait, j'aime rendre les gens acteurs de leurs soins, de leur guérison, et c'est ce qui me plaît. Et l'appareil que j'ai fait pour moi, pourquoi je le partage et je veux le faire pour les patients, parce que les gens pourront travailler tout seuls et se rendre autonomes tout seuls. Et c'est ce que j'aime bien, c'est
rendre les gens autonomes, rendre les gens acteurs de leurs soins, de leur guérison, et ça passe par être acteur de sa respiration. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, parce que tu parles depuis le début de ton appareil, Mm. et je pense que c'est hyper abstrait. Moi, la première Ouais. fois que tu m'as parlé de ça, je me disais, un appareil, c'est quoi? C'est une machine? C'est quelque chose de physique? C'est quoi ce truc? Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est? Alors, c'est un appareil tout bête, en fait, tu souffles contre résistance. Donc, les gens ils me disent, oui, mais Émeric, des applis sur la respiration, il y en a et tout. Je dis, ouais, mais par exemple, la cohérence cardiaque, elle va dire, ben, tu inspires sur 5, tu souffles sur 5, ou alors en yoga, on va dire, tu inspires, tu souffles. Mais je peux faire 1000 fois ça, je ne vais pas être musclé. Et comme on a dit, le diaphragme, c'est un muscle. Et bien là, tu souffles contre une résistance. Tu prends un poids, 1 kg. Si tu veux être musclé, tu prends du poids. Donc là, tu souffles contre une résistance à un certain débit. Le fait d'avoir un débit constant, je peux comparer ton temps avec mon temps, avec les normes, et je peux te donner des protocoles de rééducation. En fait, ça, pareil, était magique, mais déjà, il est sorti trop tôt. Il avait juste 60 ans d'avance. Il était sorti en 33 breveté, et en 45, les gens, c'était la consommation, ils n'étaient pas du tout. Je pense que là, aujourd'hui, les gens, ils sont plutôt à bout de souffle, ils sont épuisés, ils ont besoin de se recentrer. Et, et du coup, donc, on va travailler contre. Et donc, la difficulté de ça, c'était son utilisation. Je l'ai simplifié avec une application. Donc, je fais une sorte d'évaluation et à partir de là, on fait des protocoles. Et voilà. Donc, Et ça amène, quand on s'entraîne avec cet outil-là, ça nous amène à quoi? Tu as voilà. parlé un peu de respiration réflexe, ce genre de choses. Voilà, la grosse différence avec les autres, c'est que moi, je suis un fainéant. On est tous fainéants. On est J'allais tous. dire. On est tous, mais on se l'avoue pas. Mais moi, je suis le master de la fainéantise. Ouais, j'avais remarqué, mais je te l'ai pas dit. Voilà. Et en même temps, ce que tu as remarqué aussi, c'est que quand il y a quelque chose qui me saoule, je vais trouver direct une solution. Ouais, carrément. Et pas plus tard que tout à l'heure, avec l'ampoule. Voilà. Oui, parce qu'on s'est Cas concret. retrouvés à se prendre un luminaire dans la tête parce qu'il n'était pas assez haut. Tu On nous vous as partage ramené ça. une petite. C'est juste pour illustrer. Voilà, le luminaire, il me tape dans la tête 2 fois. 3e fois, je dis bon, qu'est-ce que je vais faire pour le relever? Bam, bam, j'ai trouvé une solution, clac, et c'est fini. Moi, je peux pas. Je fais tout pour me simplifier la vie. Et moi, je Et veux bien la vivre, parce que tu vois, moi je me simplifie la vie dans plein de trucs, Ouais. mais le luminaire, j'aurais pu me le prendre 150 fois, parce que ça me coûtait plus d'aller le soulever, tu vois. Voilà. Alors Je suis que. feignante. Voilà. T'es ouais. Dans ce genre de situation, en Et- tout cas. C'est vraiment- Voilà. Alors que moi, je veux tellement avoir du temps pour autre chose que les petits problèmes de la vie. Tout ce qui est. Voilà, tu vois, pour te dire, Tout ce qui est inconfortable, j'avais en fait. un aquarium. Mon amie, ma copine de l'époque, tous les matins, elle se levait, elle appuyait. Je suis, oh non, attends, on va mettre un truc électronique qui gère automatiquement l'allumage et tout. Je ne vais pas faire ça. Et du coup, la respiration, tu vois, j'ai fait un DU de méditation, j'ai fait un DU de cardio-pneumo, j'ai fait beaucoup, beaucoup de formations. Ou comme, voilà, j'ai aussi testé le yoga, beaucoup de choses. Et il y en a, ils disent, bon, c'est un rituel d'1 heure et tout. Je dis, ah non, non, mais moi, je vais pas Commence faire. pas avec de la contrainte, s'il te plaît. Ah ouais, ouais. Je veux bien me faire un rituel d'1 heure si dans 6 mois, Oui, j'arrête. c'est Qui est- un sens. Voilà. Derrière. Et d'ailleurs, cet appareil, je l'ai fait pendant 1 an. Et en fait, il y a donc la respiration volontaire. Et moi, celle qui m'intéresse, c'est la respiration réflexe. Celle que tu penses pas. Là, Celle qui se fait naturellement. dès que tu oublies, celle que tu as dans la nuit, celle que tu as dans la journée, et c'est elle qui est régénérative. C'est elle qui va te ressourcer. Et tu peux avoir une très bonne respiration consciente. Les gens disent « Ah oui, ben là, je respire bien. » Je leur dis aux gens « Respirez. » Donc là, ils font une très belle respiration. Et puis après, boum, on parle et tout. Et là, je dis « Ah, regarde !» Parce qu'en fait, dès qu'on a switché le volontaire, la réflexe, elle revient mauvaise. Donc en fait, cet appareil, c'est un peu le tapis roulant. Pour donner, eh ben déjà, tu arrives, je regarde comment le débloquer. Hein, je donne toujours l'exemple de la cheville. Tu as eu un plâtre. Déjà, quand on enlève le plâtre, ben, on va retrouver les amplitudes. Si ton diaphragme est bloqué, on va déjà l'étirer. Et après, eh ben, tu as enlevé le plâtre. Tu peux marcher. Je te demande de marcher consciemment, tu marches bien. Puis quand tu repars, tu vas reboîter parce que ton cerveau, ça fait 3 mois que tu as le plâtre. Donc lui, il a toujours enregistré que tu as le plâtre. Mais dans la réalité, tu peux. Et bien, cet appareil, en fait, c'est le tapis roulant pour reconnecter, Réapprendre, en fait. réapprendre le réflexe. Et le fait de le faire,
Et ben, en fait, moi, justement, c'est pour retransformer ce réflexe. Et parce que justement, moi, cet appareil, typiquement, je l'ai fait peut-être pendant un an et demi. Alors moi, c'était une question de vie ou de mort, donc j'étais hyper motivé, d'où l'important de trouver du sens. Parce qu'il y en a, ils ont perdu. Mon père, il me dit, mais j'ai perdu 12 kilos avec ça. J'ai une amie, elle a perdu 22 kilos. Parce qu'en fait, la respiration, c'est ce qui nous permet de brûler. C'est pour ça que on pourrait parler des heures et des heures. Mais il y en a, ça va être pour perdre du poids. Il y en a d'autres, ça va être pour... Ils sont stressés, d'autres. Moi, c'était pour vivre, parce que vraiment, là, sans oxygène, comme je te dis, on meurt. Donc forcément, système immunitaire, c'est l'oxygénation. Et j'étais prêt à mettre du temps parce que j'en ai fait pendant un an et demi et ça fait, j'en ai fait quoi, 22 ans, ça fait 30 ans que j'ai plus touché. Alors que la méditation, c'est ouais, tous les jours, oh non, moi j'ai autre chose à faire, tu vois. Si c'est me lever à 6 heures, faire 1 heure de méditation. Donc c'est ce que j'aime bien dans cet appareil, c'est vraiment une rééducation qui est dans un temps donné. Et après, après, une fois que tu as compris aussi comment ça se bloque, je donne aussi comment le débloquer tout de suite. Allez. Donc, j'explique tout ça pour que les gens deviennent autonomes de leur respiration, mais du coup de leur santé, de leur guérison et de leur vie. Tu vois. Et voilà, donc l'histoire de ça, pareil, c'est contrairement, tu vas avoir plein d'exercices, comme je te dis, de cohérence cardiaque, les profs de yoga qui Mais font c'est des plus des mouvements. pansements, en fait, souvent. Tu vois, il y a des moments où c'est comme un peu avec la préparation mentale, tu vas aller travailler en profondeur, machin, etc. Puis il y a des moments où c'est aigu, là. Tu n'as pas le temps de te poser 40 000 Mm. questions. Et du coup, boum, tu as besoin de t'apaiser, de te détendre parce que là, tu n'arrives plus à gérer tes émotions. Cohérence cardiaque, ça va faire Voilà. baisser un peu, mais c'est temporaire, quoi. C'est pas le truc qui va régler tout le problème de fond, puis aussi qui va faudrait limite faire de la cohérence cardiaque en permanence, tu vois. C'est ça. C'est En pas fait, cet possible. appareil, c'est exactement ça. Il va t'apprendre à respirer de façon harmonieuse et apaisante. Tu vois. Sauf que, comme tu dis, la cohérence cardiaque, en fait, comme tu fais ça, je vais faire ça 10 000 fois, je vais rien muscler. Et là, et en plus, tu as du mal à l'évaluer. Tu sais pas, à un moment, tu vas avoir une perte de sang. Ouais, ça me fait un effet, mais tu ne sais pas trop. Là, avec l'application, tu peux voir tes progressions, ton évaluation. Parce que comme Oui, je tu as te un dis, feedback en fait, c'est tu ça as un aussi qui est. feedback. Ouais. Et lui, il le faisait aussi pour, alors encore plus actuellement, parce que lui, c'était la rééducation cardio-pulmonaire. Comment entraîner des sportifs de haut niveau à zéro d'altitude, alors qu'ils étaient à 800. Donc, le fait de mettre une résistance, c'est comme si tu fais un entraînement à haute altitude. Et, et en plus, je sais plus ce que je voulais te dire, parce que c'est ça. Quand je pars dans les pensées. Je sais plus, mais en tout cas, moi, ce que je voulais aussi te partager, parce que la respiration, tu sais, moi, je m'y intéressais pas du tout avant. Mm. Et c'était même un truc qui me stressait, tu vois, de parler de respiration, parce que, tu vois, on a tous un peu en tête le truc où tu vas faire une séance de relaxation, on t'amène à respirer, à te concentrer sur ta respiration d'une certaine manière, et quand tu n'y arrives pas, c'est hyper anxiogène comme truc. Ouais. Enfin, c'est très stressant, je trouve, et en fait, tu t'énerves parce que tu n'y arrives pas. Donc, en fait, tu étais censé apprendre à être dans un truc un peu de détente, puis toi, tu n'arrives pas, donc tu es en lutte contre le truc. Donc moi, pendant longtemps, ça a été un peu ça. Et je me rends compte que beaucoup de personnes aussi partagent ce point de vue en discutant. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi quand même pas mal de croyances autour de la respiration. Il y a un truc qui m'avait marqué, respiration et effort physique. C'est, donc j'ai travaillé en cancérologie pendant plusieurs années. Et puis je discutais avec une personne qui me disait, ouais, bah moi je marche, donc je disais, ouais, vous marchez d'un bon pas. Bah, je marche d'un bon pas, mais j'essaye de pas être essoufflée. Ou c'était souvent la question, est-ce que vous êtes, je leur demandais souvent, est-ce que vous êtes essoufflée? Ah non, 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 je suis pas, non, non, je suis pas essoufflée quand je marche. Tu vois, déjà, il y a ce petit a priori par rapport à l'essoufflement où faut pas que j'aille me mettre dans un essoufflement, c'est mal. D'accord. Et en l'occurrence, quand je travaillais en cancérologie, il y a une personne un jour qui m'avait dit, je lui ai dit, bah, ça fait quoi si vous êtes un peu essoufflé? Ah bah peut-être que ça signifie que j'ai un problème ou que mon cancer revient ou que, Mm. tu vois, que ça empire. Et il y a quand même des grosses barrières à ce niveau par rapport à la respiration et là, en l'occurrence, à l'essoufflement, de crainte d'aller dans un essoufflement. Sauf que quand on fait un effort physique, si on va jamais dans un essoufflement, ben, tu le sais autant que moi, la capacité respiratoire, elle se développe pas des masses, quoi.
Un peu comme tu dis, tu travailles tes biceps, mais tu mets pas de poids, tu as beau faire le mouvement, il se passera rien, quoi. Et du coup, je trouve ça intéressant d'évoquer le sujet de l'essoufflement et surtout de... Enfin, je sais pas déjà ce que t'en penses, si tu avais déjà entendu un peu ce genre de remarques, mais pendant un effort physique, on est obligé de passer par un peu d'essoufflement. Mm. Mais en même temps, bah là, on est en train de parler de comment respirer, d'un peu le raisonnement à avoir pour justement avoir une respiration qui... Alors toi, ce qui est très marrant dans ce que tu dis, je ne l'avais pas vu sous cet angle-là, mais les gens ont peur d'être essoufflés parce que tu sais que dans les études, le VEMS, volume expiratoire mesuré par seconde, quand tu souffles sur une bougie, on appelle le tu souffles sur une bougie, et bien ça te donne, dans les études, ça c'est le plus performant signe de ton état de santé, de ton état de bonne santé physique et physiologique. Et plus que les problèmes cardiaques, le cholestérol et tout ça. Donc en fonction de ton VEMS, on peut voir ton état de santé. T'imagines? Et c'est fou. les études, le VMS, c'est un impact énorme. Donc, tu vois, inconsciemment, elle sait que si elle est essoufflée, ça veut dire qu'elle n'est pas en bonne santé. Tu vois ce que tu es en train de me dire. Je ne suis pas essoufflé. Parce que si je suis essoufflé, ça veut dire... Tu vois, sans rien savoir, elle sait que le VMS détermine ton état de santé. Et du coup, c'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'on veut éviter d'être essoufflé, parce que du coup, on considère que c'est un mauvais signe. Mais en réalité, on est obligé de passer par une phase d'essoufflement. C'est le principe avant. Avant, tu étais asthmatique, faites pas de sport et tout. Maintenant, tu es asthmatique, fais du sport, parce qu'on a compris que tu as un problème de respiration. Au contraire, il faut la développer. Et moi, les gens me disent, Aymeric, j'ai marché 2 heures avec une copine, c'est bien. Je dis, bah ouais, vous êtes aéré, vous avez marché. Mais si vous voulez muscler, on est tous les sports pour se nettoyer, toi qui es dans le sport, on va dans le rouge. C'est pour ça que si tu dis ton rythme cardiaque, mais ça ne veut rien dire. Si tu es en rythme cardiaque en pleine puissance de RPM, on parlait de vélo à 140, c'est normal. Donc, mais l'important, c'est quand tu prends ton rythme cardiaque. Donc, en fait, comme tu dis, pour se muscler, pour nettoyer, il faut forcer le cœur, dans le réentraînement et l'effort, c'est ça, et forcer la respiration. Parce que si tu ne la forces pas, tu la gardes en petit, quoi, tu vois. Retenue. C'est comme quand les gens ils reprennent le sport, ils me disent ah non mais on m'a dit que le sport c'était bon, j'ai mal de partout, Aymeric, j'en peux plus. Je leur dis ça veut dire continuez. En fait vous êtes tellement raide que le fait de rebouger, oui, vous déraidissez donc ça fait mal, mais ça veut dire que vous en êtes beaucoup besoin. Ouais, mais on a du mal à le croire souvent parce que le cerveau il se dit si ça me fait mal et ça me fait souffrir, c'est pas bien, faut pas y aller, tu vois. D'où l'importance dans tout, que ce soit dans la respiration, dans le sport, de donner du sens, de dire c'est normal, de rassurer pourquoi c'est normal, pourquoi il faut être essoufflé, pourquoi il faut là-dedans. Et les gens, quand ils n'ont pas de sens, dès qu'ils sortent du truc, ils restent, ce qu'on appelle dans la zone de confort. Au moins là, il n'y a rien qui bouge. Alors qu'en fait, il faut aller dans la zone d'inconfort. Celui qui fait tous les sportifs de niveau, ils te diront tous... j'en pouvais plus, mais j'ai continué. C'est la zone d'inconfort qui nous permet un bien-être. Voilà. Ça me fait penser à un exemple pas plus tard que le week-end dernier où j'étais avec des amis de mes parents. Et puis le gars disait en fait, j'ai arrêté de faire de la marche nordique parce que j'étais dans un groupe et il y a une personne qui s'est cassé la jambe, double fracture, juste en marchant, tu vois. Et du coup, comme on était un peu sur un terrain instable, maintenant, je vais marcher sur un terrain stable. Tu vois, je marche sur du goudron. Comme ça, au moins, je suis tranquille et j'évite un peu le truc. Je dis, ok, bon, écoute, c'est un choix. Mais je lui dis, mais quand tu fais ça, tu prépares jamais ton corps à une forme d'instabilité. Je sais pas, tu vas visiter une ville et il y a que des pavés. En fait, le jour où tu décides de faire ça, ou alors tu visites plus jamais rien, parce qu'en fait, ton corps, il sera pas habitué et puis tu risques de te faire mal. Donc c'est un peu, c'est comme les gens qui prennent jamais les escaliers parce que justement ils sont essoufflés. Oui. Et ils prennent que l'ascenseur. Mais du coup, le jour où il n'y a pas le choix que de prendre les escaliers, où il n'y a pas le choix que de faire un effort physique, il y a plus personne en fait. On se met en protection, tu vois. En fait, mais c'est pas parce qu'en fait justement, il faut aller encore au-delà de la respiration. On n'aime pas
L'inconfort, d'accord. L'inconfort. Donc, on sait, on aime bien s'asseoir sur un canapé confortable, mais on sait que c'est pas bon pour le dos. On sait que, justement, pas faire de sport, on sait que c'est pas bon pour la santé. On sait que rester assis, tous les problèmes de télétravail, tout ça, c'est pas bon. Donc, en fait, on est des êtres fainéants et on recherche toujours le bien-être. Mais en fait, le bien-être, une personne âgée, qu'est-ce qu'ils font? Ils chutent, ils n'arrivent plus à marcher. Donc, ils marchent plus. Et après, fauteuil roulant. Et après, fauteuil roulant, alitement. En fait, les gens, il faut les pousser. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Et ben, c'est là, nous, les kinés, bah, allez, ça fait mal. Ou toi aussi, Ouais. t'es là-dedans et c'est génial. Tu remets quelqu'un qui n'a pas envie. Moi, j'ai fait du rentraînement à l'effort en post-cancérologie. Les gens, ils disaient, oh, ah, mais ça me fait un bien fou, je dors mieux, je suis mieux. Et oui, parce qu'ils découvraient le bienfait du sport. Mais parce que c'est contre-intuitif de dire pour arriver au bien-être, tu es obligé de passer par un truc d'inconfort. En fait, c'est ça qui est un peu contre-intuitif finalement dans le fond. Ouais, mais en Et le fait, bien-être, si tu restes toujours dans ton confort, de bien-être, tu peux pas le toucher éternellement, quoi. non, et puis même dans tout. Je veux dire, tu vas en cours, tu apprends, c'est inconfortable, tu sais pas. Je dis, vous apprenez, vous savez pas, donc c'est inconfortable. Tu vas apprendre de la danse. Au début, tu sais pas. Et c'est au bout d'un moment où après, T'es un tu peu maîtrises. plus à l'aise, Voilà, voilà. tu es plus à l'aise et tout ça. Mais les gens, comme on n'aime pas l'inconfort, parce que on aime notre zone de confort, mais en fait, qui est une zone de mort pour moi. La zone de confort, c'est la zone de mort. Il y a plein de situations, on reste, on se fait chier, on s'ennuie, mais on connaît. Mm, mm. C'est rassurant. Tu sais, c'est rassurant. Et en fait, la vie commence quand on va dans l'inconfort. Ça, on le dit tous, il faut sortir de notre zone de confort. La vie commence là. Et la vie commence dans oh purée, je souffle et tout. Ah, mais après, qu'est-ce que j'ai un bonheur. Et puis aussi, ça construit notre mental, notre confiance en nous. Je peux y arriver, j'y suis allé. Tu vois? Ouais, c'est clair. Je suis tellement d'accord avec ça. Et si tu pouvais nous partager peut-être un dernier conseil, vraiment là pour des personnes qui se remettent au sport, qui n'ont pas forcément conscience de... Ou en tout cas avant l'épisode, parce que maintenant ça fait en même temps qu'on écoute ce genre d'épisode, on réfléchit, etc., on se pose des questions, mais qui n'ont pas forcément pleinement conscience de leur respiration. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager, peut-être comme conseil, pour quelqu'un qui veut s'intéresser un peu plus à la respiration, et d'autant plus qu'il se remet, tu vois, Alors, à l'effort physique? c'est vrai que moi, quand je faisais du rentraînement, les gens ils me disaient ah, c'est génial parce que j'apprenais à coordonner. Tu vois, on parlait tout à l'heure. J'inspire. Et les gens, quand ils coordonnent, où il y a une copine, on monte à Grenoble, je suis de Grenoble, on monte la Bastille, je lui dis, tu penses à une chose, tu souffles, tu souffles, tu souffles. Ah, je suis plus fatigué. Ouais, Il y déjà a de penser à souffler, juste souffler déjà, expirer. c'est le cadeau. Vous pensez juste à vider et tout ça. Et après, une fois de plus, je suis pas contre les remèdes magiques. Par contre, les gens qui ont envie d'être accompagnés, et j'allais dire de venir voir Magali, parce que maintenant que tu sais comment expliquer, donner les détails, et ben, tu as ton mouvement, et en plus, tu boostes les gens avec la coordination, et ça s'apprend. En fait, à un moment, il faut arrêter. Je dis aux gens, si vous voulez apprendre à faire de la danse, vous allez voir un prof. Si vous voulez apprendre à faire du marketing, vous allez voir un prof. Et ben, la santé, ça demande d'aller voir des gens qui s'y connaissent. Alors, on peut le travailler tout seul si on a envie. Mais ça prend juste plus de temps. En fait, Plus de c'est temps ça et des aussi. fois, on n'arrivera jamais. Moi, en fait, je réussis beaucoup de choses parce que quand je ne sais pas, je vais demander de l'aide. Tu vas te faire aider, ouais. Donc, toi, tu es spécialiste, les gens, eh ben, j'ai envie de leur dire le conseil, investissez dans votre santé. La personne qui va rester avec vous toute votre vie, jusqu'à votre mort, c'est vous. Et les gens, ils investissent zéro. Je dis, combien de temps vous avez passé sur vous? Combien d'argent vous avez passé sur vos fonctionnements, sur vous? Moi, j'ai passé des sommes monstrueuses. Je ne suis pas matérialiste. Par contre, comme dirait Gandhi, l'important, c'est pas de faire 1000 fois le tour de la Terre, c'est de faire une fois le tour de soi-même. Donc, mon conseil, c'est de venir voir Magali, qui vous remettra dans le mouvement, qui, en plus, coordonne la respiration. Et puis, comme ça, ils investissent en eux. Et c'est ça, moi, aujourd'hui, qui est important, c'est que les gens, ils redeviennent acteurs de leur santé. S'ils veulent des remèdes, des choses des petits exercices qui, pour moi, en fait, ne feront rien avancer en profondeur, allez sur Internet, il y a plein de choses, faire de la cohérence cardiaque, mais ce n'est pas ça qui changera, Ce ne sera pas suffisant, en tout cas. suffisant pour redevenir acteur de votre vie. Ouais. Voilà, donc
on se fait aider. Et la vraie force, moi, les gens ils me disent, mais Aymeric, ta vraie force, c'est d'aller demander de l'aide. Et c'est vrai, quand je sais pas, moi, je vais demander. Et je pense que, aller demander à des gens qui s'y connaissent. Et voilà. Bah écoute, je te remercie. Et moi, je rajouterai un petit truc. Déjà, de prendre conscience de comment on respire. C'est-à-dire, dans les jours qui viennent, après avoir écouté l'épisode, de peut-être mettre un petit peu plus de vigilance ou de focus sur la manière dont on respire. Simplement, déjà, un état de fait. OK, qu'est-ce qui se passe? Si je me connecte un petit peu à mon corps, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir une respiration saccadée? Est-ce que je me bloque? Enfin, tu vois, juste déjà de prendre conscience, je pense que c'est aussi un premier pas indispensable pour ensuite aller en faire quelque chose de différent si c'est nécessaire. Alors, la première chose, c'est la prise de conscience. Dans le processus du deuil, hein, alors là, je parle aussi de mon cancer et tout ça, et tu le sais très bien, c'est se dire, j'ai un problème. Parce que comme je dis, les gens, ah, mais ça se travaille. Déjà, prendre conscience. Ah, comme tu dis, déjà, regardez comment vous respirez. Et tiens, ah oui, purée, là, je vois, quand je leur dis aux gens, ça vous parle? Un email? Ah ouais, ça me parle. Et là, quand ils vont le faire, tiens, je prends conscience que j'arrête de respirer. Tiens, je prends conscience que ça fait 10 minutes que je suis là, et d'un coup, je suis en apnée. Première chose, c'est se dire, tiens, déjà, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, purée, tiens, j'y avais pas pensé, je vais prendre conscience. Et c'est le premier truc. Parce que tant qu'on ne dit pas, il y a un problème, il n'y a rien à faire. Ah, mais il n'y a pas de problème. La respiration, ça va? Bah ouais. Tu fais 10 pas, tu es essoufflé, tout va bien. Donc, ce que tu dis, c'est déjà de prendre conscience. Et après, expérimenter juste le fait de souffler. Et vous allez voir, vous allez être moins essoufflé. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est le souffle, le souffle, le souffle, le souffle. Et puis après, comme tu disais, de se faire accompagner, je pense que c'est indispensable parce que malgré tout, on a besoin d'apprendre des choses. Et oui, on peut apprendre sur Internet, on peut apprendre partout, mais on peut aussi passer des heures et des années à apprendre. Mais on peut aussi se faire aider par des personnes qui connaissent. Et, ça va plus vite. En fait, moi, je reviens au même truc, comme l'exemple. Pourquoi on s'en mettrait? Voilà, comme tout à l'heure. En fait, moi, je ne sais pas. Je vais voir quelqu'un qui, direct, va m'apprendre plutôt que passer 3 ans à le faire tout seul. Ben non, moi, j'ai envie que ça va vite. Ouais. Par contre, j'ai envie des gens qui me donnent, qui me fassent quelque chose que j'apprends et que je puisse être autonome. Moi, dans tout ce que je fais, je donne des choses pratiques pour que les gens puissent être autonomes. Ne pas les garder, mais dire, tiens, là. Carrément. Et c'est ça qui m'intéresse. En tout cas, merci Aymeric de rien, avec plaisir. Partager tout ce que tu nous as partagé et donner en fait ton point de vue sur le sujet, qui est un point de vue qui est certes très décalé de ce qu'on entend, tu vois, dans les réseaux, etc., mais qui est beaucoup plus, on en revient au pragmatisme, à du concret, à du bon sens. Et je pense que c'est ça qu'on a besoin aussi de développer, c'est une manière de raisonner qui colle davantage à la réalité, qui s'adapte avec notre vie, avec le mouvement, tu vois, avec tout ça. Et enfin, en tout cas, moi, j'ai adoré. Donc, merci pour tout. Merci. Et je pense qu'on aura certainement une autre occasion pour en reparler. Mais en tout cas, déjà, prenez conscience de tout ça, réécoutez si vous avez besoin. Et puis, je vais mettre dans la description le lien de ta vidéo. Et puis, merci encore et à bientôt. Avec plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt!